Donc, ce que vous devez connaître par cœur, et jusqu'à la fin de vos études et pendant toute votre pratique, c'est ça. Si vous voulez faire de la gynéco ou de la psychiatrie, et que vous ne voulez plus entendre parler de cardio, au moins, il faut que vous ayez entendu parler de ces 4 classes. Pourquoi? Parce que ces 4 classes vont vous donner des hiérarchies de dangerosité de médicaments. Voilà. Alors, je vais rentrer dans les détails. Donc, 4 grandes classes, classification de Vaughan Williams, et première classe qu'on appelle les bloqueurs du canal sodique rapide. Deuxième classe, les bêta-bloquants, on va en parler tout à l'heure. Troisième classe, les médicaments qui allongent la durée de leur polarisation. Et quatrième classe, les antagonistes calciques. On en a déjà parlé. Et la classe 1 est constituée de 3 sous-classes, ABC, et les plus dangereux, mais aussi les plus efficaces, sont les 1C. Puis à moindre degré les 1A, puis à moindre degré les 1B. Et c'est pour ça qu'on vous l'exprime comme ça. L'intensité du blocage sodique est croissante, B vers A vers C. Ne me demandez pas pourquoi, c'est dans cet ordre-là et pourquoi. C'est vraiment des notions historiques. C'est-à-dire qu'on découvre une série de molécules, puis on en couvre une deuxième, puis une troisième, et puis on les classe les unes par rapport aux autres, mais on ne va pas changer les nomenclatures. Donc retenez bien, déjà, dès à maintenant, bloqueurs de NA, dont avec hétérogénéité, et certains sont plus dangereux que d'autres. Comme chaque fois que vous apprenez quelque chose, vous êtes ravi de savoir que vous l'avez déjà appris. Classe 2, vous l'avez déjà apprise, en ED au moins, et puis bientôt avec le cours de tout à l'heure. Et puis classe 4, les antagonistes calciques, et vous verrez, ça va être essentiellement verapamil, diltiazem. Et puis classe 3, une série de molécules assez différentes les unes des autres, dont vous n'avez jamais entendu parler encore, qui est extrêmement utilisée et qui est représentée essentiellement par l'amiodarone. Alors, ce petit tableau-là va se compléter au fur et à mesure, et on les classe d'abord par effet cellulaire, avec ici donc ces bloqueurs du canal sodique. Canal sodique, vous allez voir, donc bloc d'un canal sodique rapide et donc diminution de la vitesse de conduction dans les cellules à réponse rapide, bien entendu, qui sont les cellules du faisceau de His-Purkinje, mais pareil aussi dans les myocytes cardiaques. Alors regardons les potentiels d'action, et je vais partir de ce petit schéma-là, que vous avez déjà vu avec les antagonistes calciques, aussi avec les bêta-bloquants, et puis on va le spécifier ou l'orienter, si vous voulez, pour chacun des antiarythmiques. Donc là, on est avec la classe 1, ce sont des bloqueurs de canal sodique rapide, ils interviennent sur des cellules à réponse rapide, on en a 2 types, un qui est par définition du rapide, c'est His-Purkinje, c'est-à-dire que c'est un faisceau de transmission de l'influx extrêmement rapide pour que la contraction du ventricule soit homogène. Vous imaginez que si elle était hétérogène et qu'il y a un décalage, eh bien, ça ne sera pas efficace. Et puis, ça comporte les myocytes, c'est-à-dire que tout le tissu musculaire ici, de myocytes, est concerné. Et globalement, pour vous, égale potentiel quadrangulaire. C'est exactement ce que je vais vous raconter pour les antagonistes calciques. En vous disant, ils n'interviennent pas sur des potentiels quadrangulaires, mais sur des potentiels triangulaires qu'on verra tout à l'heure. Donc 2 potentiels à vous mettre dans la tête qui se ressemblent énormément. Hein. Quadrangulaire, vous voyez que ce n'est pas tout à fait un carré, hein, mais enfin c'est bon. Ici pour le faisceau de His et ici pour le myocyte cardiaque. Donc j'appelle vos souvenirs d'électrophysiologie. Cette phase 0 qu'on appelle la phase de dépolarisation rapide, ça c'est du sodium. Une petite entrée, une petite sortie de potassium pour la repolarisation. Et puis là, théoriquement, vous avez en phase 3 une sortie de potassium qui va compléter celle-là. Simplement, au lieu de revenir très rapidement comme ça, vous voyez qu'elle passe par un plateau, ce qui veut dire que 2 effets s'annulent.
C'est-à-dire que vous avez une repolarisation qui annule une dépolarisation. Et là, en l'occurrence, vous devriez avoir dépolarisation, repolarisation, mais il persiste une dépolarisation qui va annuler, pas très longtemps, la repolarisation qui va finalement l'emporter et vous allez arriver vers la phase 4. Et donc, cette dépolarisation, phase 2, elle ne se voit que sur ces cellules quadrangulaires, ce qu'on appelle la réponse rapide, et c'est de l'entrée de calcium. Donc, c'est toujours pareil, hein, on dépolarise avec de l'entrée de cation et on repolarise avec des sorties de cation. Et peu importe lequel c'est, après, c'est de la sélectivité de canal. Donc, ben voilà, exactement, des deux côtés. Alors, que vont faire ces médicaments? Ces médicaments vont bloquer cette sortie, cette entrée de sodium, pardon. Donc, ils vont bloquer la dépolarisation. En bloquant la dépolarisation, ils vont ralentir. Alors, il faut quand même toujours voir que ça n'est pas un seul tissu qui est homogène, c'est quantité de cellules qui vont se dépolariser à des vitesses relativement synchronisées. Et il y aura une hétérogénéité d'effets, ce qui fait qu'au total, statistiquement, on ralentit la vitesse de conduction. Voilà. Et si on ralentit la vitesse de conduction, on la ralentit pour éviter les phénomènes d'arythmie, mais aussi une fois que l'arythmie s'est déclenchée, on ralentit. Imaginez que vous ayez une tachycardie ventriculaire et qu'elle tout d'un coup elle se mette à battre à 140 par minute, inefficacité totale du myocarde pour se remplir et donc chute du débit cardiaque, voire mort subite. Eh bien là, elle va battre beaucoup moins rapidement. Ça va, c'est clair? Et donc, en fait, je vais continuer classe par classe à vous l'expliquer comme ça. Mais là, vous avez vu le plus dangereux, le plus efficace, le moyen le plus drastique à la fois de supprimer les arythmies, essentiellement en ralentissant les conductions et en ralentissant aussi à l'intérieur du tissu myocardique les phénomènes de réentrée s'il y en a. Le problème tout de suite, vous allez comprendre, c'est qu'on a absolument besoin de sodium pour se contracter. C'est un potentiel d'action, c'est non seulement de la conduction, mais c'est de la contraction. Donc ça va être de puissants inotropes négatifs. Et donc on ne va pas pouvoir les administrer à n'importe quel patient. La classe 2, c'est les bêta-bloquants qu'on va voir tout à l'heure. Ben, globalement, ce que je vous ai dit au moment de l'ED, ce sont des bloqueurs des récepteurs bêta 1 adrénergiques, ce qui nous intéresse c'est le myocarde. Ils vont allonger la durée des potentiels d'action, vous allez voir comment, et le mécanisme de l'effet c'est le blocage. Bon, bêta 1, bêta 2, il y a relativement peu de bêta 2 sur le cœur, un peu plus sur les oreillettes que sur les ventricules, mais ce qui nous intéresse c'est bêta 1. Alors, eh bien, là, on ne s'intéresse plus à ces potentiels quadrangulaires, on s'intéresse au potentiel triangulaire ici. Et là, la phase 0, eh bien, il n'y a pas de sodium. Voilà, c'est du calcium. Dans une structure de cellules nodales, que s'agisse du nœud sinusal ou du nœud auriculoventriculaire, c'est essentiellement du calcium. Alors, du calcium, pas de sodium. Évidemment, la phase 3, bah, c'est une sortie de potassium. Et là, 0, c'est essentiellement une entrée de calcium. Et vous voyez ici qu'au niveau de l'oreillette, il y a à nouveau un potentiel qui est quadrangulaire. Donc ça veut dire qu'à nouveau, dans la cellule atriale, il y aura du sodium, mais c'est la classe qui précédait, c'était la classe 1. Donc ici, pour notre classe 2, bêta-bloquants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont bloquer la transmission ou bien l'activité pacemaker, on verra tout à l'heure, en ralentissant la conduction au travers de ces structures-là, ils vont ralentir le phénomène arythmique. La dangerosité du phénomène arythmique, c'est ça, c'est que des battements supplémentaires trop rapprochés, trop rapides, finissent par entraîner une inefficacité du myocarde. On a dû vous expliquer ça. En fibrillation auriculaire, on perd la contractilité de l'oreillette, on perd 10 à 20% de débit cardiaque.
chez des sujets âgés qui ont un peu d'insuffisance coronaire, qui sont à la limite au plan cardiaque, on peut aggraver une insuffisance cardiaque. Donc voilà pour les bêta-bloquants. Et donc là, du coup, on est passé de la cellule à réponse rapide. Je vous ai mis un code couleur qui est, mais je ne sais pas si on les voit si bien ici, oui, qui est marron, à un autre code couleur, ici avec les bêta-bloquants. On est dans les cellules à réponse lente, c'est-à-dire pas de canal sodique.